Dans cet épisode, nous allons transformer ton balcon en un véritable micro-jardin en permaculture. Alors, si tu crois qu'un balcon c'est trop petit pour faire un jardin en permaculture, tu te trompes. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer même le plus petit espace en un véritable micro-jardin productif. Tu m'excuseras si j'ai une petite voix, je suis un petit peu fatigué, mais c'est parti, on va faire cet épisode. Donc, je t'annonce le plan de l'épisode, ça va être simple. On va voir les trois principales contraintes, trois principales excuses qu'en général on a quand on cultive sur un balcon. Tout simplement, ça va être le manque de temps, le manque de budget et le manque de place. On va voir tout ça, on va voir comment transformer ces contraintes en opportunités, parce que le problème, c'est la solution. Toujours, quand on a un problème, finalement, un problème, c'est la solution d'un autre problème, et il faut arriver à trouver comment connecter ces deux éléments. Et donc, on va voir un petit peu tout ça. On va aussi se fixer des objectifs plutôt réalistes. Le risque quand on se lance dans ce genre de projet, surtout quand on cultive dans des pots, c'est particulièrement pas difficile, je dirais, mais c'est quand même particulier. On peut vite faire des erreurs. Et le risque qu'on a, c'est de voir trop grand. Donc, on va vraiment se fixer des objectifs qui sont réalistes, qui t'apportent des petites victoires et qui vont te motiver à aller avoir de toujours plus en plus grand, quoi. Et on va aussi voir comment créer un écosystème autonome. Donc, on va jardiner en écosystème et on va pas jardiner juste pour jardiner. Moi, c'est toute ma façon de voir la permaculture, le jardinage. Moi, ce que j'aime dans le jardinage, c'est pas jardiner pour jardiner, c'est vraiment voir un écosystème, voir comment fonctionne cet écosystème. Donc c'est pour ça que voilà, moi en ce moment, j'ai pas vraiment de jardin. J'ai un tout petit bout de terrasse. J'ai plus de jardin, j'ai plus le jardin partagé. J'ai un tout petit bout de terrasse. Et finalement, je peux plus trop jardiner, mais j'en profite pour aller faire des balades dans la forêt, pour aller voir d'autres jardins, pour aller... Voilà, moi, tant que j'arrive à voir un écosystème évoluer, comprendre un écosystème, j'aime bien aussi aller observer les animaux, les plantes dans la nature, tout ça, tant que j'arrive à essayer de comprendre, à essayer d'interagir avec un écosystème, moi, ça me suffit, et c'est vraiment ça qui me plaît dans le jardinage, et c'est pour ça que je me suis aussi intéressé et engagé avec la permaculture. Donc, on va pas jardiner juste pour jardiner, on va jardiner en écosystème, et on peut même faire ça sur un petit balcon. Et ensuite, on finira avec quelques astuces, et aussi on parlera de jardiner au fil des saisons. Et voilà, vraiment la permaculture, c'est plus une philosophie, c'est pas une méthode de jardinage. Je suis un peu fatigué, ça se ressent dans la voix, mais ça va le faire. Donc voilà, c'est vraiment une philosophie, c'est une approche du jardinage, on va dire, ouais, c'est comme une approche du jardinage, mais c'est pas juste jardiner pour jardiner. Donc cette philosophie, c'est ce que je transmets au travers de ce podcast, donc n'hésite pas à t'abonner, et aujourd'hui on va appliquer cette philosophie encore une fois, et au niveau balcon, au niveau jardinage en pot, jardinage en petit espace. Donc, je t'invite à te poser. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Et c'est parti. Donc, première contrainte quand on jardine en ville, dans des milieux urbains, la première contrainte, c'est le temps. En général, quand on habite en ville, paradoxalement, même si tout est efficace, tout est compressé, tout est à disposition, et en ville, on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, comment on va faire quand on n'a pas beaucoup de temps pour, en plus de ça, se rajouter, créer un jardin sur son balcon, l'entretenir, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on n'est pas tout le temps disponible, on n'est pas tout le temps présent à la maison, et ça peut être une contrainte. Et si c'est ta contrainte et que tu n'arrives pas à cultiver un potager sur ton balcon, il y a des solutions, comme par exemple, tout simplement, tu peux cultiver des plantes vivaces, tout simplement. Le potager, la différence entre... il y a les plantes vivaces et il y a les plantes annuelles.
Les plantes vivaces, ça va être des plantes en gros que tu vas planter une seule fois et qui vont repousser chaque année. Et les plantes annuelles, c'est des plantes que tu vas devoir planter chaque année une nouvelle fois. Et ça demande de l'entretien, surtout si tu veux faire ces plantes à partir de la graine. Donc tout ça, ça demande du temps et de l'entretien. Et si tu n'as pas ce temps-là, eh ben, tu peux utiliser des plantes vivaces. C'est des plantes que tu vas planter une fois qui vont pousser tout le temps. Ça peut être de la menthe, ça peut être du romarin, ça peut être du thym, de la lavande, de l'origan, de la sauge, de la mélisse. Voilà, il y a plein de plantes plein de plantes vivaces que tu peux cultiver dans des pots et qui demandent vraiment pas beaucoup d'entretien. Donc c'est vraiment, si tu n'as pas beaucoup de temps, c'est une très bonne solution. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aussi avoir un petit peu d'organisation. C'est vrai qu'on est très organisé pour le côté pro, pour le côté perso. Pourquoi pas aussi créer un mini système minimaliste d'organisation pour son jardin, où tu peux définir par exemple des jours comme le lundi, je vais faire je sais pas moi, les semis, le jeudi je vais faire plutôt l'arrosage et puis le reste. Après, même si l'arrosage on peut pas forcément prévoir qu'on va faire l'arrosage, mais voilà, on peut avoir comme ça des jours dans la semaine qui sont dédiés à une thématique du jardin. Ça prend pas forcément énormément de temps. Et comme je disais, le but en fait c'est d'avoir une organisation, une petite organisation minimaliste. Tu peux commencer, moi j'avais commencé, tu peux commencer avec un petit agenda. Tu sais, des agendas des fois qu'on t'offre, je sais pas, à la banque ou je sais pas où là. Et des fois, tu as des petits agendas comme ça, et tu peux dire, je vais remplir mon agenda, tu vois, t'observes un petit peu ce qu'il faut que tu fasses sur ton balcon, et hop, tu marques, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. Tu peux aussi penser en semaine, souvent, moi je défends ça aussi, surtout pour les semis, de penser à la semaine, c'est hyper efficace. De se dire, cette semaine, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et tu as ton petit agenda et tu notes limite, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. Tu peux aussi avoir un petit tableau sur ton balcon, tu vois, avec tes outils, ou un tableau avec une craie, tu vois, où tu marques, cette semaine, il faut que je fasse ça, ça, ça. Tu vois, tout petit truc qui fait que tu vas aller porter attention à ce que tu dois faire dans ton jardin et planifier et puis savoir quoi faire. Que ça soit pas genre à chaque fois il faut que tu dises qu'est-ce qu'il faut que je fasse, attends je vais aller voir, ah oui il faudrait que je fasse ça. Le mieux c'est d'avoir une petite organisation, comme ça t'as pas besoin de réfléchir, c'est facile, tu vas avoir ton tableau, c'est marqué il faut faire ça, allez je le fais et puis terminé. Même pour un petit balcon, un petit jardin, c'est hyper efficace et voilà. Donc une petite organisation minimale, ça peut te faire gagner énormément de temps. Autre chose aussi, ça peut être aussi d'avoir un arrosage automatique. Ça peut être... tu peux faire ton propre arrosage automatique. Je ne vais pas rentrer en détail ici, mais tu n'es pas obligé d'avoir tu vois, une arrivée d'eau. Si tu as une arrivée d'eau sur ton balcon, c'est super. Tu as juste à brancher un programmateur avec un arrosage automatique. Et du coup, ça te fait gagner du temps avec des petits plongeurs que tu mets dans tes pots. Tu programmes tes arrosages à la semaine, tout ça, ça peut être intéressant. Mais voilà, il y a plein d'autres façons aussi d'arroser automatiquement avec la gravité. Et voilà, tu peux tu vois, suspendre en gros de l'eau que tu as récupérée ou pas, de l'eau de pluie en hauteur. Et en fait, avec la gravité, tu peux connecter des tuyaux qui vont aller arroser tes pots. Et cette fois-ci, pas par gravité, mais par capillarité. C'est-à-dire que plus ton terreau va être sec, plus le plongeur arrosoir il va arroser. Parce qu'en fait, c'est le fait que ton terreau soit sec, c'est ce qui va faire que l'eau va être, entre guillemets, aspirée. C'est vraiment tout simplement de la capillarité. Et l'eau, elle va venir, une fois que ton terreau est saturé comme une éponge, et l'eau elle va plus pouvoir rentrer dans l'éponge jusqu'à que l'éponge sèche, etc., etc. Donc il y a plein de techniques, on peut imaginer plein de techniques, justement c'est ça la permaculture aussi, c'est faire de la récup, c'est créer des mini-écosystèmes, et ça peut aussi en faire partie, de créer un arrosage automatique sans électricité, sans arrivée d'eau. Il y a plein de trucs à faire, donc n'hésite pas à réfléchir à réfléchir aussi à ça, parce que ça peut devenir une contrainte embêtante, surtout en été, l'arrosage. Donc ça peut être marrant de commencer, pourquoi pas, par penser à un arrosage automatique en mode do it yourself. Et voilà, tu peux aussi te programmer, te dire, voilà,
tous les jours, je fais juste 5-10 minutes de jardinage. Tu n'es pas obligé de faire tu vois, des grosses sessions le dimanche ou le samedi. Tu as peut-être envie de plus de profiter. Bah, tu peux te dire, bah, tous les jours, j'essaie de consacrer 5-10 minutes et je vais faire, je sais pas, juste une petite plantation, couper un truc, récolter. Tu vois, tout ça, ça peut s'organiser aussi en petites sessions de 5-10 minutes par jour. Si tu es bien organisé, il n'y a pas besoin de passer hyper longtemps. Et donc voilà. La deuxième contrainte, ça va être un espace limité. Donc le balcon, que ce soit une petite terrasse, un balcon ou même un rebord de fenêtre, et bien voilà, la principale contrainte, c'est que c'est petit et qu'il va falloir s'adapter. Et pour ça, bah voilà, tu as les cultures, justement la culture qui est à la verticale. Je pense qu'on a tous vu cette photo de, tu sais, la palette debout avec des petites bouteilles en plastique ou même tu sais, dans les interstices des palettes, tu mets un petit bout de plastique avec de la terre et tu plantes des fraises ou quoi. Tu vois, on a tous vu ce cliché de la permaculture ou de l'agriculture urbaine. C'est vrai que ça fonctionne. Alors oui, il va falloir beaucoup arroser, ça va fonctionner un temps, mais l'arrosage en été, ça va tout sécher. Mais voilà, c'est vrai que moi, je suis souvent en train de dire oui, faut prendre des gros pots, il faut éviter ces petits pots et tout. Mais c'est vrai que des fois, pour commencer, ça peut être un bon départ. Et après, tu peux imaginer des trucs plus gros. Tu peux aussi imaginer des gros pots que tu vas mettre au sol et favoriser justement dans ces pots les plantes grimpantes, les plantes qui vont aller en hauteur. Tu peux imaginer plein de choses, hein. Les tomates, ça peut se cultiver en hauteur aussi, hein. Et voilà, tu peux aussi suspendre des pots. Tu peux aussi tu vois, cultiver des plantes dans des jardinières ou des pots et faire en sorte que la plante aille à l'extérieur de ton balcon, tu vois, qu'elle soit qu'elle retombe à l'extérieur de ton balcon. Du coup, bah, tu maximises aussi la place à l'extérieur. Alors après, il faut faire gaffe à pas non plus qu'il y ait une jardinière qui bascule par-dessus la rambarde de ton balcon. Mais tu peux utiliser cet espace, souvent, on n'y pense pas souvent, et ben ça peut être aussi intéressant. Pourquoi pas aussi d'utiliser justement à ce moment-là plutôt des plantes fleuries qui vont attirer les insectes pollinisateurs. Ça peut être une stratégie. Et voilà, aussi tu peux utiliser donc des contenants empilables. Ça m'est arrivé plusieurs fois où on m'envoie des photos, des personnes qui m'envoient des photos de leur balcon pour me montrer ce qu'ils ont fait. Et il y en a, ils sont vraiment super ingénieux. Ils vont prendre des bouteilles en plastique, ils vont les emboîter, ils vont faire des systèmes avec plein de bouteilles emboîtées comme ça, avec plusieurs étages pour planter plein d'aromatiques, des fraises, tout ça. Donc tu peux utiliser un peu comme ça des contenants que tu vas emboîter. Ça peut être des bouteilles en plastique, des bacs en plastique. Il y a plein d'idées à développer aussi là-dessus pour gagner de la place en cultivant en hauteur, en verticale. Et aussi, tu peux utiliser des plantes multifonctions, j'ai envie de dire. Je sais pas, un exemple, les plantes de la famille des fabacées. Tu vas pouvoir avoir des plantes comme le haricot, par exemple, qui va être une plante qui va t'apporter des récoltes, mais aussi qui va enrichir ton sol parce que c'est une plante qui va fixer l'azote de l'air dans le sol de par ses racines. Donc c'est voilà, une plante qui a deux fonctionnalités, on va dire. Et tu peux aussi ajuster avec, tu vois, comment dire, être plus efficace en faisant du compagnonnage de plantes, comme par exemple en semant du radis avec les carottes. Là, il y a cette semaine, là, j'étais chez un maraîcher et lui, il me disait, bah, moi, les radis et les carottes, je les sème tout le temps ensemble, en fait. En fait, les radis, ils vont pousser vite. Donc ils vont pousser vite et être récoltés vite. Et en fait, une fois que tu vas récolter tes radis, en fait, tes carottes, elles auront commencé à germer, elles auront tout juste commencé à germer juste en dessous. Et du coup, quand tu auras récolté tes radis, tu auras déjà les carottes qui seront déjà germées, qui seront en train de pousser. Parce que le radis, il germe des fois en une journée ou deux. Et au bout de 3-4 semaines, il est déjà prêt à être récolté. Alors que la carotte, elle peut mettre 2 à 3 semaines pour simplement germer. Et après, c'est 3 mois pour la récolter. Donc voilà, je sais que ce maraîcher, lui, il fait comme ça. Et puis même moi, je l'avais déjà expérimenté. Donc tu vois, il y a plein de compagnonnages comme ça où on va échelonner les cultures, les récoltes pour gagner de la place aussi.
Et tu peux aussi utiliser plein de micro-légumes, j'ai envie de dire. Déjà, il y a plein de variétés. De plus en plus, on en voit des variétés quand tu vas chez les grainiers, les semenciers. Il y a de plus en plus de variétés qui sont adaptées à la culture sur balcon. Donc, ça va être des variétés qui sont plutôt petites ou qui vont faire des petits fruits, comme des tomates cerises avec un port compact. C'est un plant de tomate qui va faire 30-40 cm de haut, qui va faire des petites tomates cerises en grappe. Tu peux aussi avoir des radis justement qui sont un petit peu plus petits. Tu peux aussi tu peux cultiver plus de la roquette, tu vois, des épinards. Il y a aussi des mini salades que tu peux cultiver. Donc voilà, on peut gagner de la place en utilisant la hauteur, la verticale, et aussi en utilisant des plantes qui sont à la fois à port petit, qui sont naines, mais aussi qui soient multifonctions. On va aussi les associer entre elles pour qu'elles soient pour faire du compagnonnage, etc., etc. C'est vraiment ça aussi l'intérêt, c'est ce qu'il faut comprendre quand on a un balcon, une petite terrasse. Vraiment l'intérêt, c'est que ça va stimuler ton ingéniosité. Et c'est là où justement tu vas pouvoir te servir de la permaculture pour euh, essayer de trouver des solutions innovantes. Et toujours les contraintes, elles vont toujours amener à de la créativité. Donc, sers-toi de cette contrainte pour justement trouver des solutions innovantes. Voilà. Ensuite, troisième grande contrainte, ça va être le budget. Donc, tu as un petit budget, tu n'as pas énormément de sous à investir, parce que mine de rien, il faut acheter des pots, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Alors que c'est vrai que quand on a un terrain, bon, il faut acheter le terrain, bien sûr, mais quand on a un terrain, bah voilà, il faut juste acheter des plantes, les planter, voilà. Alors que un balcon, ça peut être vite, il y a vite des investissements à faire. Donc, encore une fois, la philosophie de la permaculture, ça va être de recycler, de faire de la récup, de créer des interactions, etc., etc. Donc, déjà, ce que tu peux faire, on parlait tout à l'heure de bouteilles en plastique, de bacs en plastique. Voilà, tu peux réutiliser tout ça, hein, bouteilles plastiques, bacs plastiques. Tu peux réutiliser des boîtes de conserve. Tu peux même réutiliser des pots en verre. Même, alors attention, les pots en verre, si par exemple ton balcon il est exposé à la pluie, bah là, si ton pot en verre il n'est pas percé, pareil pour ta boîte de conserve, si tu la perces pas en dessous pour que l'eau puisse s'évacuer, eh ben, ton pot ou ta boîte de conserve va se remplir d'eau et la terre voilà, quoi, va pourrir. Donc vraiment, si ton balcon il est exposé à la pluie, évite de mettre des pots ou des boîtes qui ne soient pas percées. Mais si par exemple tu as un balcon couvert et c'est toi qui gères l'arrosage, bah, ça peut être intéressant avec des pots en verre par exemple ou des boîtes pas percées, et ben, d'arriver et te dire bah, voilà, je vais gérer l'arrosage. Donc j'arroserai uniquement quand ça aura séché. Il faudra faire attention à pas trop arroser non plus. Voilà. Après, il faut faire attention quand même parce que tout ce qui est pot transparent et pas percé, ça peut vite chauffer au soleil en été, donc plutôt à l'ombre en été, mais ça peut être marrant de faire des petites expériences comme ça. C'est vrai que c'est souvent un premier pas. Je reviens un peu sur ce que je dis régulièrement, de cultiver dans des gros pots. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de tout. Voilà, je connais je sais ce qui est chiant, je sais que c'est chiant en fait d'avoir des petits pots, que ça fonctionne pas parce que l'été ça sèche tout, etc., etc. Mais je sais aussi que c'est important au début de commencer comme ça avec des petites expériences, et que ça permet aussi d'apprendre des choses et de se lancer. Donc n'hésite pas à commencer par ça si au début t'as un petit peu peur de te lancer avec des gros pots ou quoi. Donc voilà, ce que tu peux faire aussi, si tu as un budget restreint, ça peut être de créer un lombricomposteur toi-même, de construire un lombricomposteur. Je me souviens à une époque, il y avait la mode des lombricomposteurs qu'on faisait, tu sais, avec les bacs en polystyrène des poissonniers. Tu sais, les poissonniers, ils ont des gros bacs en polystyrène que tu peux emboîter comme ça, comme des Lego, on va dire, quoi. Tu peux les emboîter les uns par-dessus les autres. Et en fait, il y en avait plein qui faisaient des lombricomposteurs comme ça. Et tu avais juste à percer le fond de chaque bac et tu les empilais comme ça. Et puis ça faisait un lombricomposteur ça coûtait rien parce que tu as juste à aller au marché. Tu demandes au poissonnier si tu peux récupérer 3-4 bacs en polystyrène.
et tac, tu fais ton lombricomposteur à l'intérieur. Tu peux aussi, en fait, le but c'est d'avoir des boîtes qui puissent s'empiler et de percer le fond des boîtes, et au final, tu as un lombricomposteur. Donc, ça peut être intéressant, comme ça, tu auras moins besoin d'acheter d'engrais organiques, et en plus, voilà, tu recycles tes épluchures et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant pour gagner du budget. Et bien sûr, tu peux aussi faire de la culture en lasagne dans tes pots de fleurs, où tu vas faire une sorte de compost dans tes pots et tu vas directement mettre tes plantes. Une fois que les dernières gelées sont passées, au mois de mai-juin, tu vas directement planter tes plantes à l'intérieur de ton compost, de tes pots en culture en lasagne, et ça marche super bien. En plus, tu n'as pas besoin de chaque année repartir à zéro, enlever la terre, remettre de la nouvelle terre, comme avec du terreau traditionnel. Donc pareil, là je te mets un lien en description, et tu pourras accéder à mon programme où je t'explique de A à Z comment faire la culture en lasagne, comment récupérer tous les matériaux, où ça, comment jardiner, quoi semer. Voilà, j'ai toujours du mal un petit peu à vendre mes programmes, mais voilà, c'est quand même... franchement, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Je t'accompagne vraiment du début, comment choisir même ton pot. On parle de choisir comment trouver tes matières organiques si tu n'en as pas assez, parce que c'est souvent un peu ça qui est compliqué quand on fait de la culture en lasagne en pot en ville. C'est un peu compliqué à trouver, parfois de la paille, du foin. Donc je t'explique comment trouver tout ça, comment faire sur ton balcon concrètement pour faire tes lasagnes, qu'est-ce que tu dois planter après, comment entretenir tes lasagnes aussi sur les années, etc., etc. Donc je te mets le lien en description, n'hésite pas à aller checker ça. Et voilà, tu peux aussi faire donc du bouturage tout simplement, ou récupérer des graines. Tu sais, il y a des grainothèques, des fois dans les bibliothèques, dans les centres sociaux, tu vois, tous ces endroits un petit peu où il y a public, quoi, les endroits publics où tu peux même parfois, toi, aller proposer pourquoi pas, mettre une grainothèque avec tes graines, et puis tu lances comme ça un mouvement. Donc, tu peux faire de la récupération, hein, comme je dis souvent, savoir multiplier les plantes, c'est hyper important. Donc, bouturage, semis, division. Pareil, quand tu coupes, quand tu tailles, quand tu fais de la taille, quand tu fais de la coupe, bah, jette pas forcément tes déchets de taille. Je sais pas si tu as, si t'as de la sauge à tailler, ou si tu as du thym à tailler, bah, taille, mais récupère toutes les branches pour faire des boutures. Au lieu d'y jeter à la poubelle ou d'y jeter au compost, bah, récupère-les, tu les mets dans des petits pots avec un peu de terre, t'arroses, et hop, ça te fait des boutures, et après tu peux multiplier tes plantes. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver des compétences qu'il faut arriver à développer. Donc voilà, c'est vraiment en permaculture, on cherche vraiment à maximiser chaque ressource. Donc on réfléchit vraiment à chaque action qu'on fait, quel va être l'impact, et comment est-ce que je peux connecter un maximum de choses dans mon écosystème. Donc d'ailleurs, je t'invite là tout de suite. On a vu ces 3 contraintes qui sont donc le budget, le temps et l'espace. Bah, je t'invite à toi la noter, c'est laquelle des 3 qui va vraiment être la contrainte principale pour toi, laquelle des 3 c'est. Et ensuite, bah, je t'invite à prendre aussi un petit temps pour trouver une solution, et que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui, ou au moins demain. Et voilà, je te laisse faire ça, et on continue le podcast. Donc ensuite, on va se fixer des objectifs pour, comme je disais, des objectifs qui soient réalistes et motivants. On va essayer de faire on va pas se lancer directement dans des gros projets, on va plutôt aller dans des trucs plutôt réalistes. Si vraiment ton truc, c'est de partir sur un gros projet, alors là, je t'invite plutôt à vraiment prendre un temps de recul, à faire un design en permaculture. Même sur un balcon, c'est hyper efficace et important de le faire. Ça va t'aider à prendre du recul, à pratiquer l'observation, à vraiment créer quelque chose qui soit cohérent avec ton exposition, avec ta situation, tes contraintes, etc. Donc c'est pareil, ça, il y a une formation, je t'en parlerai en fin de podcast, là aussi je te mettrai le lien dans la description. J'ai fait une formation complète sur justement qui t'accompagne du design jusqu'à la plantation, jusqu'à tout. Je t'en reparle en fin de podcast. Mais le but, c'est vraiment de commencer petit.
Au début, on va pas tout de suite faire un gros truc, parce que si jamais, enfin c'est sûr de toute façon, si tu réfléchis pas au design, tu vas faire plein d'erreurs et tu vas passer des années en fait à corriger tes erreurs chaque année, au lieu de commencer sur un truc qui soit vraiment bien réfléchi dès le départ. Donc déjà, commence petit, commence par 2, 3 plantes, fais tes premières expériences. Comme je disais, tu peux récupérer des boîtes de conserve, un pot en verre, n'importe quoi. Même à l'intérieur, tu n'es même pas obligé d'aller à l'extérieur, hein. Tu peux commencer à faire ça à côté de ton évier, faire 2, 3 boutures, des petites plantations, des petites expériences, faire germer, je sais pas, des noyaux de cerises ou quoi, et commencer comme ça. Et voilà. Et ensuite, tu peux aussi prioriser tes besoins. Je te dis de commencer par 2, 3 plantes, mais peut-être pas forcément les graines de cerise, mais plutôt, voilà, commence par ce que toi, tu consommes déjà. On parle là, bien sûr, de si tu veux faire vraiment... c'est toujours mieux de faire des plantes comestibles. Comme ça, bah voilà, ça va te permettre de cultiver des plantes et à la fois de pouvoir les consommer. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est déjà regarde ce qu'il y a, je le dis souvent, regarde l'étagère où il y a tes épices, regarde ta boîte où il y a tes tisanes, regarde aussi les épices, les tisanes, il y a quoi d'autre, enfin voilà. Déjà, rien qu'en regardant ces 2 choses, tu vas trouver plein de plantes en fait, juste sur les étiquettes. Thym, romarin, t'as quoi, t'as verveine dans les épices, tu vois, t'as la sauge, t'as plein de plantes comme ça que toi, peut-être que t'aimes bien consommer et que tu pourrais finalement cultiver toi-même. Et elle serait 10 fois meilleure que, je sais pas, la tisane à la verveine, Lipton, je sais pas quoi là, tu vois. Vraiment, déjà, regarde ce que toi, tu consommes. Et ça peut être, comme on disait, une petite tisane, rien du tout. Et commence par cultiver ça. Et tu verras que ça, la satisfaction de faire pousser sa propre tisane et aussi la différence que c'est. Rien que quand tu récoltes de la verveine, l'odeur de la verveine, quand tu fais une tisane à la verveine toute fraîche, ça n'a rien à voir avec de la verveine qui est broyée dans un sachet en poudre. Et ouais, ça a complètement rien à voir. Donc vraiment, déjà, vois ce que toi, tu consommes déjà comme plante et cultive déjà ces premières plantes. Et ensuite, toujours pour les objectifs, donc commencer petit avec 2, 3 plantes, pas plus. Ensuite, les 2, 3 plantes, sélectionne-les bien par rapport à ce que toi, par rapport à tes besoins. Comme ça, tu auras déjà une petite première victoire et ça te donnera envie d'aller plus loin. Et ensuite, profites-en aussi pour observer avant d'agir. Donc, comprendre comment ça se passe sur ton balcon. Encore une fois, il y a la formation juste en dessous qui explique tout. Mais voilà, est-ce que ton balcon il est exposé au sud? Est-ce qu'il y a des courants d'air? Est-ce qu'il récupère est-ce que l'eau de pluie, est-ce qu'il est abrité ou pas abrité? Tu vois, toutes ces choses-là, c'est important de les connaître, de les prendre en compte et de faire aussi en fonction de ça. Donc, n'hésite pas, tu vois, en plus de ton petit système minimaliste d'organisation, et ben aussi de t'ajouter, pourquoi pas, un petit carnet d'observation où tu vas noter les différentes énergies qui traversent ton balcon. Ça peut être le soleil, le vent, la pluie, c'est aussi plein de choses, la fertilité, il y a plein de choses, il y a plein d'énergies comme ça qui traversent ton balcon et tu peux les observer, aussi même parfois ça peut être un oiseau qui vient aussi souvent, je sais pas, gratouiller dans un pot de fleurs, tu vois, il y a plein de petites observations à avoir comme ça, et en les notant, après tu peux revenir dessus et t'adapter et faire enrichir ton écosystème. Justement, en parlant donc d'écosystème, après t'être fixé ces objectifs, on va voir comment transformer ce balcon en un écosystème autonome. Pour moi, je t'ai sélectionné trois choses sur lesquelles te concentrer, justement pour commencer à créer un mini écosystème, pas seulement jardiner pour jardiner, mais vraiment créer quelque chose qui fonctionne en symbiose. Et la première chose, c'est vraiment cette notion de sol vivant. J'en parlais, il y a la culture en lasagne, pour moi c'est la base. Et après, voilà, tu peux
ajouter du lombricompost, donc vraiment avoir cette notion d'ajouter de la vie, ça peut être même juste de la matière organique, faire du compostage de surface, même dans des pots de fleurs ça se fait, récupérer du compost, maintenant tu peux en récupérer facilement, même dans les déchetteries, tu peux faire ton propre lombricompost, la culture en lasagne, pareil maintenant ça peut être... c'est facile de trouver des lombrics de lombricomposteurs que tu peux mettre dans tes pots de fleurs. Tu vas sur plusdevers.fr et là, pareil, tu as plein de personnes autour de chez toi. Tu as une carte de France en gros et tu peux trouver des personnes qui donnent des verres de lombricomposteurs. Et ça, tu peux les mettre dans ton lombricomposteur, mais tu peux aussi les mettre dans tes pots de fleurs pour pouvoir faire du compostage de surface, de la culture en lasagne. Et donc voilà, pense aussi à faire des rotations de culture pour qu'il y ait toujours des choses qui poussent dans tes pots de fleurs. Alors évite le désherbage, tout ça. En fait, faut pas que ton pot, faut pas que tu aies des pots vides, même en hiver. Souvent, on se dit, ouais, je vais laisser ma terre se reposer en hiver. C'est la pire chose à faire. Il faut qu'il y ait toujours des choses qui poussent à l'intérieur. Et donc voilà, n'hésite pas à toujours avoir cet œil, cette observation de laisser les petites herbes, laisser laisser un maximum de vie se développer dans tes pots. Et c'est comme ça que tu vas avoir toujours déjà un sol vivant. Et un sol vivant, c'est un sol qui va pouvoir transformer, rendre disponible la nourriture pour tes plantes. C'est lui qui va, c'est la vie du sol qui va prendre les nutriments et les transformer en nutriments qui sont assimilables pour les plantes. En gros, je te fais le schéma en gros. Et voilà, quoi. Et c'est ça qui fait qu'aussi que tu vas pouvoir, d'année en année, continuer à apporter des nutriments dans ton sol. Parce que dans un terreau qui est sans vie, il y a une quantité limitée de nourriture pour tes plantes. Et une fois que cette quantité elle est utilisée, en fait, ton terreau il est fini. Même déjà qu'à la base, un terreau, c'est... c'est brûlé, c'est stérilisé, je ne sais plus comment on dit. Pastura, je sais plus comment on dit. Et du coup, le terreau est monté à plus de 60 degrés pour être stérilisé, pour pas qu'il y ait de maladies qui se développent, tout ça. Et du coup, tu récupères un terreau qui est mort complètement. Et en plus, voilà, il y a quelques matières organiques un petit peu à l'intérieur, mais elles sont vraiment déjà bien amochées. Et en plus, une fois qu'elles sont utilisées, c'est pas, ça peut pas se renouveler. Donc vraiment, c'est important d'avoir cette notion de créer un sol vivant. Et après, comme ça, d'année en année, tu n'as plus qu'à nourrir ce sol. Et voilà, tu n'es pas obligé de venir avec de l'engrais liquide ou quoi. Tu as juste à amener de la matière organique. Et après, le travail se fait par la vie du sol. Ensuite, donc ça, c'est la première chose pour créer un écosystème autonome, c'est créer un sol vivant. Deuxième chose, c'est accueillir la biodiversité. On parlait tout à l'heure des oiseaux qui peuvent venir gratter sur le jardin, sur le balcon. On parlait aussi des insectes pollinisateurs qui peuvent voir les fleurs et venir voir s'il y a quelque chose à butiner sur ton balcon. Donc tout ça, il faut mettre en place plein de choses comme ça, avec des fleurs, des plantes à fleurs, avec aussi En fait, il faut penser à deux choses. Il faut penser à attirer la biodiversité. Enfin, quand on parle de biodiversité, on va plutôt dire attirer les insectes pollinisateurs et la faune, tout simplement. Ça peut être des oiseaux, ça peut être des papillons, il y a plein de choses. Donc le but, ça va être de les attirer avec du végétal. Et en plus des fleurs, ça peut aussi... ça attire beaucoup les insectes pollinisateurs, les fleurs. Donc verdure, fleurs. Donc n'hésite pas à laisser même un pissenlit. Et donc ça, c'est une chose, attirer la faune sauvage, mais en plus, il faut aussi pouvoir faire en sorte de l'héberger. Donc ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par des mini-abris à insectes. Pareil, j'ai fait un podcast, un article sur les abris à insectes, donc n'hésite pas à aller voir sur mon site, Le Potager Minimaliste, tu as une rubrique d'articles qui parle uniquement il y a plein de thématiques. Il y en a une qui est uniquement sur la permaculture sur le balcon. Donc n'hésite pas à aller voir les articles. Il y a des articles qui sont tout simplement des articles. Il y en a d'autres, c'est des retranscriptions de mes podcasts. Donc pareil, tu auras les liens. Mais je crois que celui-là, oui, je l'avais fait en podcast. Donc tu peux certainement aussi le retrouver soit sur mon site en article podcast,
soit sur, là si tu es sur YouTube, tu peux le retrouver dans mes anciennes vidéos. Si tu es sur Spotify et autres, tu peux aussi le retrouver dans mes anciens épisodes. C'était il y a peut-être 3 ou 4 épisodes, je sais plus. Et d'ailleurs, profites-en pour me laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et un petit pouce sur YouTube pour me donner un petit coup de pouce. Et donc voilà, donc tu peux, pour accueillir la biodiversité, pour accueillir la faune sauvage, il faut les attirer avec des fleurs et de la verdure, et il faut aussi les héberger, c'est-à-dire leur donner le gîte et le couvert. Donc avec ça, donc tu peux utiliser donc, des abris à insectes, tu peux mettre des nichoirs, tu peux aussi, un simple paillage, c'est aussi un abri à insectes, hein. Tu mets du paillage sur tes pots, et ben il y a plein d'insectes qui vont pouvoir se protéger, notamment les limaces, c'est parce qu'on veut forcément, mais bon, on n'a pas toujours le choix sur ce qui se passe, hein, mais le but c'est aussi de créer un écosystème qui va s'équilibrer. Donc si tu fais en sorte d'accueillir autre chose que des limaces, ben, finalement les limaces ne vont pas devenir un problème exubérant, ça va s'autoréguler. Et donc voilà, tu peux aussi tout simplement l'hiver, au lieu de tout couper et tout mettre en paillage, tu peux simplement aussi laisser quelques tiges. Et les coccinelles peuvent venir dans les tiges. Enfin voilà, il y a plein d'insectes qui peuvent se loger dans tes plantes mortes, dans ton paillage. Et en plus, si tu rajoutes des abris à insectes, en faisant marcher ton imagination, il y a plein de moyens de faire des abris à insectes, hein, et des nichoirs pour les oiseaux. En observant quels sont les oiseaux qui viennent régulièrement du côté de chez toi. Ça peut être la mésange, il y a plein d'oiseaux, mais voilà, du coup ça fait différents nichoirs, quoi. Chaque oiseau a un nichoir spécifique à lui, donc renseigne-toi bien avant de faire un nichoir n'importe comment. Je t'invite à te renseigner sur les sites comme par exemple il y a la LPO, où tu peux avoir des plans de nichoirs en fonction des oiseaux que toi tu observes vers chez toi. Voilà, ensuite, voilà, pense bien aussi aux fleurs, hein. Tu peux mettre de la lavande, le tournesol aussi, on n'y pense pas souvent. Moi, j'ai beaucoup cultivé de tournesol dans mes pots pour à la fois faire un tuteur, mais aussi ça attire énormément d'abeilles solitaires, des bourdons, et pile poil au moment où tu en as le plus besoin en été, donc c'est une super plante. Et comme je disais, tu as aussi le pissenlit, il y a plein de plantes sauvages que tu peux laisser fleurir. En plus, les plantes sauvages, c'est les meilleures fleurs pour les insectes pollinisateurs qu'il y a autour de chez toi, en fait. C'est des plantes qui sont indigènes, hein, et les plantes indigènes, elles correspondent aux insectes pollinisateurs indigènes. Donc, laisse faire la nature, elle se débrouille très bien toute seule. Et ensuite, donc on a vu, pour créer un écosystème, il te faut un sol vivant, il te faut accueillir la biodiversité, et il te faut une troisième chose, ça va être l'eau. On a déjà parlé, on va en reparler. Donc rapidement, il faut que tu arrives à gérer l'eau efficacement. Donc tu n'as pas 36 solutions. Tu peux récupérer l'eau de pluie, tout simplement. Pareil, sur mon site internet, tu trouveras un article, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un article sur la récupération d'eau sur balcon. Donc n'hésite pas à marquer aussi sur internet potager minimaliste, récupérer l'eau de pluie. Tu trouveras toutes mes ressources. Et donc voilà, déjà, est-ce que je peux récupérer l'eau de pluie? Oui, comment? Est-ce que je peux récupérer? Tac, est-ce que j'ai des gouttières? Il y a plein de petites solutions. Par exemple, tu peux, j'avais vu, pareil dans mon article, ça y est, tu peux utiliser, tu sais, des jardinières, là, les jardinières rectangulaires. Tu vois les sous-coupes rectangulaires sous les jardinières. En fait, tu peux en mettre une, donc, tu vois, suspendue à l'extérieur de ton balcon, si par exemple ton balcon il récupère pas l'eau de pluie, et même s'il la récupère, je veux dire si ton balcon est couvert ou pas couvert, ça fonctionne, mais s'il est couvert plutôt à l'extérieur, on va dire, et en fait cette surface rectangulaire, on va dire c'est une surface qui est capable de récupérer de l'eau de pluie tout simplement, même si c'est, je sais pas, 0,5 mètres carrés, mais à peine, même si c'est 0,1 mètre carré, c'est toujours 0,1 mètre carré où tu peux récupérer de l'eau de pluie. Et en fait, tu prends une de ces soucoupes comme ça, tu fais un trou dans un coin et tu la penches vers ce coin-là, tu vois, pour que l'eau, elle ruisselle jusqu'au vers le trou. Et à ce trou, tu connectes un tuyau qui va aller jusqu'à un bidon. Et en fait, ça va remplir petit à petit le bidon. C'est des trucs tout simples comme ça. Et dans mon article, j'en parle, il y en a plein d'astuces que je donne comme ça. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil et à mettre en place plein de petits systèmes comme ça pour récupérer un maximum et faire en sorte que
un maximum d'eau de pluie qui passe par ton balcon soit récupérée, réutilisée dans ton écosystème. Et après, tu peux imaginer plein d'autres systèmes d'irrigation. Et là, je t'invite aussi encore à aller voir cet article. Donc voilà, pour créer un écosystème, créer un sol vivant, accueillir la biodiversité, entre parenthèses, la faune sauvage tout simplement, et aussi apprendre à gérer l'eau efficacement. Tu vois, on jardine pas, on est juste en train de dire, les piliers d'un écosystème, c'est quoi? C'est ça, c'est la vie du sol, la biodiversité. La biodiversité, c'est tout simplement avoir un maximum de diversité dans les insectes, dans les plantes, dans tout ce qui est vivant. Et aussi, donc, la récupération de l'eau. Et ça, c'est vraiment les trois piliers, les trois bases pour créer un écosystème qui tende, on va dire, vers l'autonomie. Ensuite, on va parler donc du jardinage au fil des saisons. Tout simplement, on va faire vite aussi. En gros, pour que tu aies une idée un petit peu de ce qui va se passer toute l'année, on l'a parlé un petit peu dans l'ancien podcast, le dernier podcast sur les semis. On a parlé des différentes périodes de semis sur l'année. Ça a pas mal plu, j'ai pas mal de retours positifs. Donc merci à ceux qui ont mis un commentaire sur YouTube, qui ont mis un pouce, tout ça, et qui m'ont fait des retours positifs là-dessus. Et je pense que ça vous a permis de prendre du recul. Et le fait des fois de prendre du recul comme ça, on comprend mieux les choses. On est moins, la tête dans le guidon, quoi. Donc là, on va essayer de prendre un petit peu de recul rapidement sur plutôt la partie potager, la partie, pas forcément potager, mais plutôt la partie jardinage. Et donc, en gros, tu as le printemps. Donc le printemps, c'est une grosse période à semis. On va faire les petits semis comme le radis, la carotte, tout ça, les petits semis qu'on va faire directement dans les pots de fleurs. Mais on va aussi préparer tous les semis qui vont être plantés après les dernières gelées, donc après les saints de glace. Pareil, je t'invite à aller voir l'autre épisode pour en savoir plus sur les saints de glace, les gelées, les dates de saints de glace chez toi, etc. Et donc, on va faire ça. Donc, les semis dans les pots de fleurs, les semis protégés du froid dans la serre à l'intérieur, un mélange des deux, tu vois. Et on va aussi en profiter pour faire des fois un petit peu de taille, un petit peu de bouture. On peut, par exemple, si tu as des vivaces, tu peux les tailler, faire des boutures. Tu peux aussi les diviser pour les renouveler, tu vois. Tu vois, tu as des plantes que tu vas, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu as des plantes que tu peux diviser, tu vois. Au bout d'un moment, elles font plusieurs plantes. Et hop, tu peux les diviser, les mettre dans d'autres pots, les troquer contre d'autres plantes. Et donc là, c'est un peu ça le printemps, qu'on va essayer de gérer la repousse de la verdure et en même temps, on va préparer des graines pour pouvoir récolter sur l'année ou du moins jusqu'à la fin de l'été, quoi. Ensuite, donc le printemps, on fait ça. En gros, là, je te parle juste de jardinage parce qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais voilà, on reste sur du jardinage. En été, là, il va falloir plus se concentrer sur le paillage pour éviter donc la pousse des herbes, pour éviter surtout que ton terreau s'assèche. Donc on va vraiment se concentrer sur bien pailler ses pots, essayer d'économiser un maximum d'eau, tout ça. Et on va préparer les semis d'automne. C'est en été que tu sèmes les graines des légumes que tu vas récolter en automne et même jusqu'au printemps d'après, parce que des fois il y a des légumes qui vont commencer un petit peu à pousser à l'automne. L'hiver, ils vont arrêter de pousser et au printemps, ils vont repousser de plus belle. Et du coup, tout ça, ça se passe l'été, ça commence l'été. Donc voilà. Ensuite, à l'automne, on va plus être on va continuer un petit peu ces semis d'été. On va terminer ces semis d'été et on va passer aussi sur des engrais verts. Donc on va semer plutôt des plantes qui vont nourrir le sol ou décompacter le sol, comme la luzerne, la facélie, la vesse. Il y a plein de plantes qui vont être intéressantes en automne. Et pareil, là, on va renouveler un petit peu son paillage pour passer l'hiver. Et là, moins pour éviter l'évaporation, mais plus pour protéger ton sol et la vie de ton sol en mettant une surface. En fait, en gros, un paillage, c'est comme une couverture de survie. En gros, c'est quelque chose qui va isoler. Donc, à l'automne, c'est intéressant de commencer un petit peu à pailler. Et à la fin de l'automne, début de l'hiver, là, c'est bien de faire des gros paillages pour protéger ta terre et la vie de ton sol. Même si tu as des pots de fleurs, c'est important aussi. Et puis, une fois que tu as fait tout ça, en hiver,
tu vas pouvoir planter, pourquoi pas, des choses, mais on est plus dans la planification, on fait le point sur nos graines, on se dit, bah tiens, l'année dernière, j'ai raté ça, j'ai réussi ça, j'ai raté ça, bah l'année prochaine, j'ai envie d'essayer ça. On est plus dans, voilà, planification, un petit peu l'inventaire de tout ce qui s'est passé, de tout le matériel, tout ça. Et donc voilà, voilà, une petite prise de recul sur le jardinage au fil des saisons. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas que chaque petit pas, ça compte. Chaque petite action aussi, ça compte, comme on l'a vu. Un balcon en permaculture, entre guillemets, c'est plus que des plantes, c'est plus que du jardinage. C'est vraiment un retour à l'essentiel. Si tu as envie d'aller plus loin, je vais te parler un petit peu de ma formation qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Micro-jardin en permaculture. Le lien est dans la description. Je ne suis pas un bon vendeur, mais ce que je vais faire, je vais aller regarder un petit peu dans l'espace de formation et te dire un petit peu voilà, les différents titres. En gros, tu as 2 grandes parties. On va avoir une partie qui va être vraiment axée sur le design en permaculture. C'est un design express où vraiment j'ai condensé la méthode de design en permaculture spécialement pour les balcons et les tout petits espaces. Même si tu as un petit jardin, ça peut le faire, de moins de 100 mètres carrés. Donc, et tu as une autre partie qui va plutôt être, je l'appelais kit jardinage, où là on va plutôt voir les semis, on va voir le matériel, on va voir la construction en bois, etc. Donc en gros, tu as la partie design où on va faire pas mal d'observations, il y aura des tableaux, on va aussi définir tes besoins, on va établir tes objectifs, on va voir les fonctions, les éléments, on va parler de tout ça, on va parler aussi des ressources, des facteurs limitants. Ensuite, on va passer à la partie plan. Je vais t'accompagner pour faire ton plan, pour relever les mesures sur ton balcon, sur ton petit terrain. On va voir aussi comment faire un plan de base à l'échelle avec tout ce qu'il y a besoin. On va voir comment faire aussi des calques pour l'exposition, pour le zonage en permaculture. On va voir aussi comment faire la calque des secteurs. On voit tout, vraiment on voit tout et j'ai pas encore fini. Parce qu'après il y a le design final. On va voir comment créer des synergies entre les éléments. Une petite méthode sympathique pour facilement créer des synergies, comme j'en parle souvent, hein, créer un écosystème et essayer de faire en sorte que tout ce qu'il y a dans l'écosystème interagisse de façon symbiotique, on va dire. On va aussi donc voir comment on intègre les différents éléments, parce que là on passe vraiment plus dans une partie. Au début c'est plus voilà, on va faire des relevés, on va faire un travail sur les objectifs et tout. Et au bout d'un moment, on va avoir un travail plus créatif où on va créer justement ces synergies entre les éléments. On va aussi intégrer le potager, les petites serres ou les châssis s'il y en a, le lombricomposteur, tous les autres éléments. On va aussi avoir il y a aussi un module complet sur la gestion de l'eau, sur l'arrosage, en temps de canicule. On va aussi positionner les éléments sur le plan, vraiment finir le plan, quoi, en gros, finalement, dire voilà, c'est vraiment ici qu'il faut que je mette cette partie du potager, le lombricomposteur, la serre, etc. On va ensuite faire ton design final et ensuite on va parler aussi de comment débuter ton aménagement, et ça c'est juste pour la première partie. Je te dis, la formation elle est ultra complète. Ensuite il y a la partie plus jardinage où là on va voir le matériel, donc quels sont les outils de base pour son potager, son balcon, même tout simplement en permaculture. On va aussi parler des contenants, comment choisir ses pots de fleurs, tout ça. Je passe parce que ça va durer une plombe. On va voir aussi comment choisir ton terreau. On va voir aussi comment construire avec le bois, comment récupérer le bois de palette, comment fabriquer une jardinière en bois, comment fabriquer une serre en bois, comment aménager son jardin. On va voir pour l'ombrage. On va parler d'astuces pour gagner de la place, comment attirer la biodiversité, etc., etc. On va parler aussi des semis. On va parler aussi de... Enfin voilà, je vais passer parce que sinon il y en a pour une plombe. Mais en gros, on va tout voir. Les semis. Et ensuite aussi, on va parler du potager toute l'année, mois par mois. Donc vraiment, c'est une formation complète qui t'accompagne de l'idée jusqu'à tes premières récoltes, ta première année, on va dire. Donc n'hésite pas à t'inscrire juste en dessous. C'est une série de mails. Peut-être que je mettrai le lien directement vers le programme, je verrai. Mais sinon, la plupart du temps, tu peux retrouver cette formation si tu écoutes ce podcast un peu plus tard. Tu pourras
possiblement retrouver cette formation dans mon site internet Le Potager Minimaliste, dans l'onglet formation. Et tu auras donc une formation micro-jardin en permaculture. Et après, tu t'inscris, en fait, tu reçois une petite série de mails où je t'apporte plein d'astuces, tout ça, enfin plein de valeurs. Et je te donne aussi l'accès à mon programme pour que tu vois si ça te correspond. Donc voilà. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Tout est dans la description, tous les liens dont je t'ai parlé. Et puis voilà, maintenant je t'invite à commencer, pourquoi pas, une petite idée là, une petite suggestion. Ça pourrait être intéressant d'installer un premier pot. Ce que tu pourrais faire, c'est installer un premier pot avec un premier petit système d'arrosage automatique. Ça peut être con, mais en fait, imagine une bouteille en plastique. Tu vois, une bouteille en plastique, tu as le bouchon en haut, le cul de la bouteille en bas. Et en fait, tu remplis donc cette bouteille d'eau. Et avant de la remplir déjà, ce que tu fais, tu vois le fond de la bouteille sur le côté, en fait, tu vas faire un trou. Donc pour ça, c'est simple, hein. Tu prends un morceau de ferraille, une tige en fer, tu la chauffes, et en fait, tu perces ton plastique comme ça en bas, un tout petit trou. Et en fait, tu enterres cette bouteille dans ton pot de fleurs. Tu l'enterres pour que le trou soit dans la terre. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, tu mets... le mieux, c'est de la mettre à côté d'une plante. Hein. C'est toujours mieux que la plante soit pas très loin. Et d'ailleurs, le trou orienté vers la plante, pour que la plante puisse venir avec ses racines récupérer l'eau par le trou. Et donc, tu enterres cette bouteille avec le trou dans la terre. Et ensuite, tu as juste à remplir la bouteille. Tu vois, on fait souvent l'inverse. On va mettre la bouteille à l'envers avec de l'eau. Et en fait, ça va très rapidement se vider. Bon, en faisant l'inverse comme ça, où tu fais un tout petit trou en bas de la bouteille, tu la mets dans le bon sens, tu l'enterres et tu la remplis d'eau, bah, tu verras que ça va durer beaucoup plus longtemps. Et je t'invite déjà à faire ça. Ça, un petit pot, une petite bouteille, une plante, même une graine. Si tu n'as pas de plante, bah, on a tous des graines chez soi. Tu as sûrement des petits pois secs ou voilà, t'as des lentilles peut-être. Et ben n'hésite pas, hop, tu prends une lentille, là tu prends une lentille sèche que tu as chez toi, paf, tu la plantes et tu peux commencer déjà à faire tes premières expériences et à vraiment voir cette permaculture, là, cette philosophie de la permaculture où tu crées un petit écosystème un petit peu autonome, parce que jamais n'est rien vraiment complètement autonome, parce que on a envie que ce soit autonome, que ce soit facile. Voilà. La vraie autonomie, c'est d'aller à ton supermarché, il y a toujours des récoltes. Mais en fait, nous, on voit l'autonomie en mode ouais, moi, je veux toujours qu'il y ait des récoltes et que j'ai rien à faire. Bah là, à ce moment-là, oui, tu vas au supermarché. Mais voilà. Déjà, en faisant ça, tu peux te faire un petit écosystème. Et voilà, la permaculture, c'est pas une liste de techniques qui sont figées. Comme je te disais, c'est une philosophie, une manière de penser. Même sur un petit balcon minuscule, tu peux créer un écosystème vivant, fonctionnel et généreux. Dans la nature, quand tu observes la nature, en fait, chaque espace est optimisé. Une petite fissure dans un rocher, c'est un refuge pour une plante. Une souche qui est en train de se décomposer, qui est une souche morte comme ça, qui est en décomposition, bah, elle nourrit tout un monde invisible qu'on ne voit pas. Il y a plein d'insectes qui s'en nourrissent. C'est riche de vie. Et en fait, ton balcon aussi, tu vois, je ne dis pas de mettre une souche sur ton balcon, mais tu vois, il faut aussi voir ça que, en fait, il y a de la vie de partout. Et tu peux aussi avoir cette même logique où tu vas optimiser chaque espace. Chaque espace, ça peut être une niche. Et voilà, là où d'autres voient des contraintes, comme disait, hein, il y en a qui voient, voilà, je manque de temps, je manque d'espace, je manque de moyens. Bah, nous, on y voit des opportunités. T'as pas beaucoup d'espace? Ok, super. On va commencer à empiler, on va suspendre, on va faire des plantes multifonctions. T'as pas beaucoup de temps? Ok, on va utiliser des plantes vivaces, on va faire du compost, du paillage. T'as un petit budget? Bah ok, on va récupérer, on va transformer, on va multiplier les plantes. Tu vois, il y a plein de façons de faire. Et tout ça, c'est pas juste une série de... voilà, un balcon en permaculture, c'est pas juste des pots avec des plantes. C'est vraiment une invitation à observer, à collaborer avec le vivant, à utiliser l'intelligence des écosystèmes naturels pour cultiver mieux, avec moins d'efforts. Donc, n'hésite pas à te lancer. Comme je te disais, tu prends une graine, un pot, un petit peu de terre,
et ça sera déjà quelque chose, un petit pas vers quelque chose de plus grand. Sur ce, je te laisse, on se retrouve dans un prochain épisode.